Bonsoir à vous. Merci d'être venu pour écouter le commissaire Marty, qui vient de Paris à l'occasion de la parution du tome 1 de ses mémoires. Donc, le thème général de son intervention porte sur la corruption, mais vous pourrez l'interroger sur sa connaissance de certains dossiers, en comprenant qu'il ne s'agit pas de problèmes entre guillemets anecdotiques. On ne peut pas dire que ce soit anecdotique de tuer un ancien ministre ou un ancien Premier ministre, mais par contre de comprendre que si ce genre de crimes ont été possibles, ça conditionne l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, dont on voit depuis quelques jours que la France est dans un piteux état institutionnel, et malheureusement les racines remontent justement, et sans doute même avant, mais à des affaires comme celles qu'on a pu connaître. Donc voilà pour la présentation. Est-ce que j'ai oublié? Alors, j'ai toujours eu, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours eu le virus de la politique et du renseignement. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je lisais Le Monde fréquemment quand j'étais jeune, qui était à l'époque un très bon journal dans les années 70-80, c'est plus que c'est maintenant. J'aimais bien des livres d'histoire, j'aimais bien des livres politiques, je lisais des tas d'enquêtes françaises, américaines, anglaises, etc. Donc, quand j'ai fait mes études à Sciences Po Paris, j'ai écourté la partie personnelle que j'avais, parce que ce livre, il est très autobiographique. Donc j'ai voulu expliquer qui j'étais, mon histoire. Et dans le passage sur mes études à Paris, de 76 à 80, à Sciences Po Paris, j'ai connu énormément de monde. J'ai connu des gens de tous les partis politiques, j'ai connu plusieurs préfets, je cite les noms, j'explique les contacts que j'ai eu avec eux. J'ai aussi fréquenté les milieux artistiques et musicaux et du cinéma de cette époque-là. Le Paris des années 70, c'était un peu un monde extraordinaire, parce qu'il y avait une grande ouverture, les gens se recevaient, il y avait une grande liberté d'échange, c'était une grande période de création artistique et musicale. Et après, donc, j'ai passé des concours, je voulais faire l'école nationale d'administration, j'ai été admissible aux écrits en 81, et j'ai pas eu le coup de pouce qu'a eu apparemment Emmanuel Macron pour entrer à l'ENA, puisque quand on regarde en détail, apparemment il n'aurait pas eu les écrits, quelqu'un serait intervenu pour lui augmenter ses notes, enfin bref, c'est un peu tiré par les cheveux cette histoire. Et de même pour la sortie de l'ENA de M. Macron, c'est la première année où on n'a pas publié de classement. C'est un peu bizarre aussi. Enfin bref, toute la vie de ce monsieur est pleine de zones d'ombre. Alors pour en revenir à mon parcours, donc je n'ai pas l'ENA, mais alors j'ai passé un concours pour être dans l'armée de l'air, mais finalement j'ai démissionné, je pensais que la carrière militaire n'irait pas bien, donc j'ai passé le concours de commissaire, j'étais major, et j'explique la formation que j'ai eue de commissaire. Ça fait l'objet de pas mal de pages dans mon livre où j'explique comment ça se passe dans la police. Parce que quand je lis des livres d'anciens flics, quand je lis des romans policiers, quand je vois des séries, je trouve qu'on est souvent dans les caricatures, on est dans le schéma, on n'est pas dans la vraie histoire. Il y a beaucoup de romanesque, beaucoup de choses imagées. La vie quotidienne dans un commissariat, entre nous, c'est pas très drôle. Franchement, je vous assure que c'est un bureau des pleurs. On ne voit que des gens qui sont dans un état de stress, puisque on traite le tout venant, les agressions, les accidents de la voie publique, les disparitions, les cambriolages, les différends familiaux, parce que la police est très très occupée par les problèmes style différends familiaux. Les gens en état d'ébriété sur la voie publique, les gens qui se bagarrent, les sorties de bar, etc. Enfin, tout ça, j'y ai trempé dedans, parce que j'explique que j'étais commissaire à Grenoble pendant mon stage, donc j'ai fait tout ça, en m'intéressant en plus à la grande criminalité, puisque Grenoble était une ville où il y avait des grands voyous, que ce soit des truands corse ou des italo-grenoblois. Et les règlements de compte, c'était à coups de chevrotine et calibre 12. Donc quand on retrouvait les corps, c'était pas terrible ce qu'on retrouvait. Voilà, donc cette police un peu violente, axée sur les événements graves, les crimes, les règlements de compte, bon, j'ai trouvé que, compte tenu de mon passé de sciences politiques, je pouvais faire autre chose. Donc j'ai choisi les RG, qui à l'époque était une police
passionnante. Alors, le LRG, ça a été créé en 1907. Ça a été restructuré sous Vichy, parce qu'en 1941, c'est sous le régime de Vichy qu'on a organisé la police nationale telle qu'on l'entend maintenant. On a créé une sûreté nationale. Et ce service de renseignement intérieur, il a quelques équivalents à l'étranger. Le Special Branch, par exemple, en Angleterre, c'est l'équivalent de renseignement intérieur. La plupart des gouvernements ont besoin d'un service de renseignement intérieur qui les aide à quoi? À savoir ce qui se passe dans l'opinion, dans la population, à détecter les événements style gilets jaunes, de savoir qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes, ils sont combien, qui c'est qui est leader, qu'est-ce qu'ils racontent dans leur réunion. Aujourd'hui, maintenant je suis en retraite, je suis plus en train de travailler. Voilà. Mais imaginons que je sois commissaire DRG à Nancy et qu'on me dise, il y a une réunion gilets jaunes, je dirais à un de mes gars, tu vas assister, tu restes dans le coin, au fond, là, puis tu me diras s'ils sont 30, 40, 50. Est-ce qu'ils veulent aller barrer la rue? Est-ce qu'ils veulent aller occuper un magasin, etc. L'objectif, c'était de savoir ce qui se passait. Et c'était une police passionnante parce qu'on avait un spectre de travail illimité, quasiment illimité. C'est-à-dire que, comme j'explique, c'est une police qui n'est pas... On n'avait pas les limites du code de procédure pénale, parce que quand vous êtes fait dans le judiciaire, vous devez obéir au code de procédure pénale, vous êtes sous le contrôle du parquet. Donc tout ce que vous faites, les procès-verbaux, les interrogatoires, les perquisitions, les saisies, les scellés, vous êtes toujours soumis au contrôle du parquet. Alors que quand vous êtes dans le renseignement général, c'est très ouvert. Il n'y avait pas de limite. Contrairement à la DST, parce que la DST, elle, le contre-espionnage, elle travaillait sous le secret défense. Et le secret défense, c'est très, très contraignant. C'est-à-dire qu'on a une procédure à respecter, on doit mettre des tampons sur des documents. Dès qu'on voit quelqu'un, on doit faire tout de suite une fiche, savoir si la source est valable, etc. Et c'est une police qui était assez fermée, très rigoureuse. Et la DST, longtemps, été influencée par la CIA. Parce qu'en France, on n'a pas assez conscience de ce qui s'est passé en 1944-1945, quand on a été libéré, entre guillemets, par les Américains. En fait, on a remplacé une occupation allemande par une autre occupation anglo-saxonne qui n'en voulait pas le dire le nom, qui ne voulait pas dire que c'était des occupants, mais les services, CIA et à l'époque le service renseignement anglais, il faut savoir qu'ils ont mis des cellules, ils ont mis des caches d'armes, et ils ont mité la France, en 1944-1945. Ils ont mité la France, c'est-à-dire qu'ils avaient peur qu'un jour, Staline envoie les troupes soviétiques jusqu'en France. Comme c'est lui qui avait le plus grand gain de territoire à la fin de la guerre, il se demandait si les communistes allaient s'arrêter à l'Allemagne de l'Est, à la Pologne, s'ils allaient continuer jusqu'à venir en France. Donc, ils avaient prévu qu'éventuellement, s'il y avait une occupation soviétique, eh bien, il fallait réveiller des cellules de résistants qui auraient fait ce qu'on avait fait les résistants français contre les Allemands. Donc à cette époque, on voit toutes sortes de personnages arriver, des gens un peu bizarres. Alors, j'ai pas tellement développé je pense pas que j'ai pas développé dans mon livre. Une histoire qui m'est arrivée quand j'étais à Nevers, c'était qu'on a eu une histoire de réseau pédophile. Je vous donne une anecdote. On a eu un pasteur qui a été arrêté parce qu'il avait pris à peu près 2 ou 3 000 jeunes garçons, jeunes filles en photo. Et il est allé en prison, il est allé à la santé pendant quelques semaines. La sensibilité du sujet, c'était que parmi les gamins proches de qu'il avait pris en photo, il y avait un éminent ministre des Affaires étrangères qui fait partie, à mon sens, des derniers grands hommes d'État qui peuvent rester en France, c'était Hubert Védrine. Donc Hubert Védrine était hébergé jeune chez ce pasteur Glenn Cross, j'en parle un peu dans mon livre. Je ne révèle pas des secrets d'État, parce qu'il y a eu un livre qui a été écrit sur cette affaire, mais l'histoire de Glenn Cross, elle est quand même symptomatique, c'est qu'il est amené pendant la guerre, à la fin de la guerre, en France, il débarque d'Angleterre, il est presbytérien, il s'installe dans la Nièvre, et puis, comme il est très ouvert, il fait comment on appelle ça, du patronage, il fait des camps de scouts, il fait des grands... Mais en même temps, il prend des milliers de photos. Et ces milliers de photos, elles ont abouti à un magazine qui s'appelait Gay France, qui est un magazine homosexuel il y a 40 ans. Et il publiait donc ces clichés.
et il était au centre de certains réseaux pédophiles qui étaient en France. Et quand les services secrets montent ça, c'est jamais innocent, c'est pas gratuit. C'est pour essayer de piéger des personnalités, d'avoir des dossiers, et puis après de les faire chanter quand ils sont au pouvoir, quand ils sont en haut de l'échelle. Donc c'est un système qui a été hérité du FBI. Vous connaissez un peu l'histoire du FBI, c'est que Hoover avait des dossiers sur tous les élus américains pour les faire chanter. Il a été directeur du FBI pendant 40 ans, Hoover. De 1923 à 1972, 40 ans, il a réussi à se maintenir avec tous les présidents, qu'ils soient démocrates ou républicains, parce qu'il avait des dossiers sur tout le monde. Alors tout ça pour vous donner un peu l'idée de qu'est-ce que c'est que le renseignement, on travaille sur quoi, etc. Ben, nous, on travaille sur tout, sans exclusive. Alors comme je le dis dans mon livre, quand j'avais des gens qui venaient et qui ne ressortaient pas de mes attributions, si c'était j'ai eu des espions russes, des espions roumains, des Hongrois, ben moi je les passais à la DST parce que c'était leur travail. Quand c'était des gens qui venaient nous raconter des histoires criminelles de haute volée, ben je transmettais ça à la police judiciaire, parce qu'on ne peut pas tout suivre. Et puis après, ben, je gardais le reste. Et là, je décris par exemple une affaire de terrorisme que j'ai faite, c'est celle qui m'a valu de rencontrer Pasqua quand j'étais jeune commissaire. C'était dans les années 86-87. Il y avait des attentats, vous vous souvenez des attentats de la rue de Rennes, l'attentat sur les Champs-Élysées devant la FNAC, etc. Donc à l'époque, on était très, très motivés par faire de l'antiterrorisme. Et moi, j'ai vu un gars arriver dans mon bureau, d'abord au commissariat, ils n'ont pas voulu le laisser passer tellement il inspirait confiance. On dit, il y a un gars qui veut vous voir, on ne sait pas pourquoi, il ne m'avait rien à nous dire. Le gars, il vient me voir, c'était un ancien légionnaire. Il avait travaillé pour l'OS en Algérie. Il devait avoir à peu près 1,50 m de cicatrices sur son corps. Il était vraiment un balafré. Et puis il m'a dit, moi je suis engagé avec des potes, on est dans une cellule néo-nazie, mais ça me plaît pas tellement, il y a des chaises. Ça me plaît pas tellement l'activité comme demande, donc moi je voudrais vous dire ce qui se passe là-dedans. Alors évidemment, quand on a quelqu'un qui est dans un groupe néo-nazi, et qui dit j'ai envie de travailler avec vous, j'ai fait tout de suite un papier en disant on a quelqu'un qui on nous a dit tout de suite gardez-le, c'est une recrue importante. Donc pendant un an et demi, j'ai traité cet informateur, parce que quand on est dans le renseignement, on dit qu'on traite un informateur, c'est-à-dire qu'on le suit, on voit ce qu'il dit, on voit comment il évolue, etc. Et alors il m'est arrivé une anecdote que je raconte dans mon livre, intéressante, parce que ce gars-là, il se trimballait avec sa voiture, mais il n'avait pas de permis. Donc il n'avait pas de permis de conduire et il partait du Havre, il allait à des réunions à Paris, il allait à Lille, il allait un peu partout dans cette structure. Et pour qu'il puisse circuler, je lui ai fait une fausse attestation de perte de permis de conduire. Donc on était à le commissariat, on avait le papier, je ne peux pas prendre. Et comme ça, il pouvait donner des renseignements. Alors, j'avais un peu outrepassé mes droits. C'est pas de la corruption, ça. C'est pas de la corruption. Parce qu'il ne vous a pas payé pour. Ben voilà, mais c'était parce que je voyais l'essentiel. Je dis, qu'est-ce que c'était ce gars-là? Le problème, c'est pas de rouler avec un permis ou sans. Il roulait assez bien d'ailleurs. Mais c'est que, je veux dire, il va pouvoir nous amener pour arrêter des gens qui sont des gens très graves, qui sont dangereux. Et en 87, donc, cet informateur, il est arrêté par les gendarmes au Havre, dans ma circonscription, et puis le capitaine de gendarmerie m'appelle, ils disent, commissaire, on a arrêté quelqu'un qui dit, il travaille pour vous. Alors il me dit le nom, j'ai dit oui, effectivement. Alors j'arrive tout de suite à la gendarmerie, et le gars, il était bien organisé, il avait un petit fichier comme ça, il avait tous les gens de son groupe terroriste, et en tête, il y avait une carte, il a marqué, en cas de souci, prévenir le commissaire Marty, etc. Il avait mis mon nom, etc. Donc, on va le voir avec mon gars, parce qu'il faut être 2 ou 3 pour traiter quelqu'un, il ne faut jamais être seul, il faut être plusieurs. Donc on était 3, on va le chercher, il sort, et là mon directeur me dit, mais votre gars, là, il faut vraiment laisser tomber, c'est pas intéressant. J'ai dit non. Il me dit, mais regardez dans quelle situation vous vous trouvez. Il me dit, si vous avez des soucis, moi je ne vous défendrai pas, je ne vous couvrirai pas. Bon. J'ai dit, écoutez, on en reparlera. Et puis 3 mois après, il y avait des attentats qui étaient commis dans des bars maghrébins. D'ailleurs, je publie le portrait robot qui a été fait du tueur avec
avec les témoignages des gens qui étaient dans les bars, parce que les gars, ils n'étaient pas des rigolos, hein. Ils mitraillaient dans les bars, ils jetaient des grenades, ils avaient tué 2 gars, et puis ils avaient eu ces gens. Donc on avait un portrait robot, la police le cherche, et moi, un matin, le gars me dit, ils sont venus se réfugier chez moi. Alors ça, quand on vous dit que votre informateur, il héberge des gens qui sont recherchés activement avec un portrait robot, je dis ça, c'est le grand coup de ma carrière. Donc j'appelle tout de suite mon directeur régional. Alors là, maintenant, mon informateur, il ne fallait plus le jeter aux orties. Il était devenu exceptionnel. Donc le raid arrive. On prépare une opération pour essayer de les arrêter sans danger, parce que ils avaient, les 2 types, ils avaient des grenades sous les aisselles, ils avaient des grenades, et en plus, ils avaient des pistolets mitrailleurs. Et ils avaient décidé d'aller mitrailler l'hypermarché Auchan du Havre. Ils voulaient faire un carton. Moi, je lui ai dit, écoute, alors on était en lien, vous savez, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc il m'appelait de cabine téléphonique, etc. Alors quand je naviguais entre lui et le raid, là, qui était tout noir, ils disaient, alors, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe, bon. Donc on a réussi à... Je leur dis, tu fais rien, tu leur dissuades, il ne faut pas jeter de grenades dans le... Tu dis qu'ils reviennent dans leur... Ils reviennent dans leur blocos, c'est en pleine nuit, et il faisait moins 10 degrés, et à un moment, ils ont eu un flash, ils ont été complètement aveuglés, ils leur ont sauté dessus, ils les ont désarmés, et puis donc, ils ont été arrêtés, et puis mon informateur avec, parce qu'il fallait que mon informateur soit arrêté avec, parce que sinon, ça serait mal passé pour lui. Et puis, finalement, on l'a sorti de la procédure. Il a eu son argent pour passer son permis de conduire. Il a pu passer son permis. Et si je me suis permis d'en parler, c'est parce que il est mort il y a plus de 20 ans, que les principaux protagonistes de cette affaire sont morts, sauf les gens qui ont été condamnés. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et à l'occasion de cette affaire, j'ai rencontré donc Pasqua, avec qui j'ai discuté, et j'ai commencé à comprendre que derrière l'état de droit, il y a autre chose. Il y a un état de fait, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Qu'est-ce que c'est que la raison d'État? C'est une raison qui surpasse toutes les autres et qui permet de tordre le droit. Alors moi, j'avais donné peut-être une attestation avec un tampon, j'avais pris un risque, mais en voyant que globalement, au final, ça me permettait d'éviter que des gens soient tués. Donc quand on fait la balance du risque et puis du résultat, c'était qu'il valait mieux que ce garçon puisse nous donner des informations sur ce groupe néo-nazi. Et là, je me suis rendu compte que derrière la façade du droit, des ministres, des directeurs, il y a autre chose qui est le cœur du pouvoir, qui est quelque chose de caché, du non-dit, quelque chose de complètement occulte. On me propose d'aller en Corse et j'aurais pu succéder à Bernard Squarcini, qui était l'espion numéro 1 de Sarkozy. Mais déjà, j'ai eu une espèce d'intuition à cette époque-là. Je me suis dit que je n'avais pas envie de rentrer dans le système Pasqua parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Ça ressemblait un peu à la mafia. Et je ne vous cacherai pas aussi que non plus que cette affaire de terrorisme m'a fait que je me suis interrogé. Je me suis interrogé parce que je me suis demandé si je n'avais pas été trop bon et trop tôt. J'ai l'impression que cette affaire, on voulait qu'elle continue encore de durer quelques semaines, quelques mois. Parce que quand vous avez un terroriste, quelqu'un qui est recherché par exemple comme Yvan Colonna, c'est pas l'arrêter tout de suite qui est intéressant. Il faut l'arrêter au bon moment. Il faut l'arrêter au bon moment pour faire une manipulation politique. Et moi, je l'ai arrêté trop tôt. Je pense que Pasqua et ses amis derrière, je me suis toujours demandé s'ils n'avaient pas été quelque part derrière ces terroristes, parce que ce terroriste essentiel, il était d'origine corse, il était rapatrié d'Afrique du Nord, et il était artificié à la sécurité civile. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'attraper, parce qu'il était dans le ministère de l'Intérieur. Il était dans les artificiers, dans ceux qui passaient pour regarder si tout se passait bien avant que le ministre arrive. Donc, on a fait arrêter ce garçon en décembre 87, et l'élection présidentielle était 5-6 mois plus tard. Et souvenez-vous qu'à cette époque-là, en 88, il y a eu l'histoire de la groupe d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Donc, l'histoire de la groupe d'Ouvéa, pareil, elle a été instrumentalisée pour des raisons politiques. Je pense que mon terroriste, ça devait être sans doute sa raison d'être. Peut-être, j'ai dit une hypothèse. Mais ensuite, ce que j'ai vu, c'est que
20 ans plus tard, moi j'ai vu comment on a instrumentalisé l'arrestation de Colonna. Parce qu'il y a une chose dont on ne vous parle jamais. Mais j'en parle pas dans ce tome 1, j'en parlerai dans les... Parce que j'ai prévu de faire un tome 2, voire un tome 3, tellement j'ai travaillé sur des enquêtes différentes. Colonna, moi, j'avais localisé où il était en Corse en 2002. Et j'étais allé voir Claude Guéant pour lui dire, si vous travaillez avec moi et mon informateur, Colonna, vous l'avez la semaine prochaine. Et au lieu de faire ça, ils ont fait durer l'affaire pendant plusieurs mois, ce qui a permis de donner un prétexte à M. Guéant pour dire, ben oui, j'ai détourné 300 000 euros dans les poches, mais c'était pour payer mes informateurs sur la Corse, sur Colonna, parce que tous ces gens-là ne font que mentir. Ils volent, ils tuent, ils mentent. C'est un peu globalement les trois systèmes d'action. Mais ils sont à la tête des ministères, ils occupent des postes régaliens, et ils vous donnent toujours des leçons, et ils parlent toujours de façon péremptoire, alors que quand on creuse, on se rend compte que souvent la moralité de ces gens, elle est bien inférieure à celle de la plupart des citoyens. Donc quand j'ai commencé à comprendre ce système, je me suis dit, bon, moi je travaille avec une certaine éthique, et je me rends compte que les gens dessus, ils n'ont pas du tout cette éthique. Au même moment, je me suis heurté à un service d'ordre qui théoriquement est dissous, qui n'existe plus, qui s'appelait le SAC, le service d'action civique. Alors qu'est-ce que c'était le SAC ? Pour résumer, c'était un service d'ordre qui a été créé en 1960, qui était chargé de lutter contre l'OAS. Donc c'était des gens qui étaient des grands admiratifs du général de Gaulle, et ils faisaient le sale boulot que vous ne pouvez pas faire la police, la gendarmerie ou l'armée, c'est-à-dire d'enlever des opposants, de les brutaliser, parfois de les torturer, parfois de leur donner une danse, comme on disait, parfois de les faire disparaître. Bon, on n'était plus dans le code de procédure pénale, on a compris qu'on est dans des systèmes très très violents. Et ce service d'action civique, il a vu petit à petit arriver autour de lui des truands, des malfrats qui se sont dit, plutôt qu'on exerce notre activité criminelle tout seul face à la police, si on se mettait au SAC, on aurait une carte, parce que les gens du SAC avaient une carte tricolore. Donc, moi j'ai connu des policiers qui avaient la carte de police, mais ils avaient aussi la carte du SAC. Et quand j'ai voulu dénoncer leurs méfaits, leurs exactions, parce que je les soupçonnais d'avoir tué 2 personnes, 2 innocents, apparemment, peut-être qu'ils ne l'étaient pas, je n'en sais rien, eh bien, au lieu que ce soit ces policiers qui aient des ennuis, c'est moi qui ai des ennuis. C'est moi qui ai failli avoir des ennuis. Donc j'ai vu quand on est honnête, quand on fait son travail consciencieusement et qu'on va dénoncer des faits très graves, parce que les faits que j'ai dénoncés étaient graves, c'est à moi, on a dit, écoutez, on oublie le dossier, terminé, on n'en parle plus. Donc je me suis rendu compte que derrière le discours de droit, de la légalité, des procédures, ça ne fonctionne pas comme ça. Du tout, du tout. Donc, je refuse d'aller en Corse, et à la réélection de Mitterrand, on me propose d'aller dans la Nièvre. Donc, moi, je n'étais pas vraiment socialiste, même pas du tout. Je lui dis, j'étais gaulliste. Je suis toujours un gaulliste idéaliste, probablement, pas les gaullistes comme qui nous disent être gaullistes maintenant, dans lequel je ne vois pas du tout de similitude avec la pensée du général de Gaulle. Donc, j'arrive dans le système Mitterrand, et là, je me rends compte pareil, qu'on est dans un système un peu de parti unique, parce qu'à la réélection de Mitterrand, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vécu cette époque, les socialistes étaient triomphants. Ils avaient fait réélire Mitterrand alors qu'on pensait que Chirac aurait pu gagner, voire Raymond Barre, qui est aussi notre candidat de droite. Mais on a eu Le Pen qui a faussé le jeu, une fois de plus, et Mitterrand repasse. Et là, bon, je suis dans l'entourage présidentiel, je suis dans les affaires du circuit de Manicourt, à qui on a dû avoir donné à peu près peut-être 1,5 ou 2 fois les subventions du circuit, donc ça permet les grands chantiers, ça permet du coulage, il faut connaître. Dès qu'il y a un grand chantier, ça permet de faire des détournements occultes et de faire des montages opaques. Tous les grands chantiers, c'est ça. Donc en gros, on vous dit, il coûte 100 le chantier, on va y consacrer 80, 90, et puis il y a 5, 10 qui vont passer. Alors tout le monde y croque, hein. C'est les cabinets d'études, les architectes, les élus, les donneurs d'ordre, tout le monde. Alors à cette époque, nous avons les premières vraies affaires de corruption qui arrivent, début des années 90.
Alors pour le PS, c'est les affaires Urbain-Graco. C'est l'affaire de la sagesse, qui est un cabinet d'études qui était dirigé par un ami proche du PS qui s'appelait Michel Ray. Il avait créé cette société Sagesse, il faisait des études pour les municipalités socialistes, et c'était payé par les communes, les départements, les régions, et derrière, ça permettait de prendre de l'argent pour le PS. Mais la droite faisait pareil, strictement pareil, que ce soit l'UDF ou les RPR. Eux aussi, ils avaient leur système de surfacturation, de détournement d'argent, etc. Et puis arrivent toutes les grosses affaires de l'époque. Rachat de Péchinet avec les raids en bourse, fait comme par hasard par des amis de Mitterrand. Donc on va faire des raids boursiers, on engrange beaucoup d'argent, et puis après l'action s'effondre, et puis une grande société disparaît, et on trouve une dizaine de bénéficiaires. Ce système, on le voit maintenant, on l'a vu sous Macron. Parce que quand on vend Alcatel, quand on vend Thomson, quand on démantibule les grandes sociétés, qu'on les brade, que ce soit aux Américains, aux Finlandais, aux Allemands, aux Anglais, ben, il y a toujours des commissions qui circulent. Et il ne faut pas dire que ces gens-là, qui travaillent pour l'intérêt général, ils ont travaillé contre la France, pour des intérêts étrangers, et ils sont fatalement payés. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. C'est la raison d'être des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, aux îles Vierges britanniques, à Jersey, dans le Delaware, au Liechtenstein, partout, la raison d'être, c'est d'abriter et de mettre à l'abri l'argent qui résulte de la corruption. Alors, dans les années 90, non, je suis dans cette Nièvre qui est Mitterrandolâtre, et je fréquente tous les week-ends un monsieur qui s'appelle Bérégovoy, un petit bonhomme, pas très facile. J'en parle longuement dans mon livre. J'avais de mauvaises relations avec Bérégovoy. J'explique comment ça s'est passé avec des hauts et des bas. Des fois, il m'appelait en me disant « Qu'est-ce que vous en pensez, commissaire ?» Des fois, je le voyais le week-end. Mais globalement, je n'avais pas des bonnes relations avec lui. Alors, entre nous, je veux dire pourquoi. D'abord, c'était un homme issu du peuple. C'était un ancien ouvrier gazier, il avait qu'un CAP d'ajusteur, et il s'était fait à la force du poignet. Il était avec Mendès France, il s'est engagé au PSU, après il est venu avec Mitterrand. Mais c'était un gars qui est monté de très très bas pour arriver dans l'entourage de Mitterrand, secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires sociales, après ministre des Finances. Et moi, la première fois que je rencontre Mitterrand, j'en parle, je suis au Havre, il fait une réunion électorale pour soutenir le Parti socialiste en vue des législatives de 86. Et moi, je ne connaissais pas Bérégovoy. Je l'écoute. Ben, ce gars-là, je l'ai écouté pendant 1h30, j'étais soufflé de sa connaissance des dossiers. Je dis, mais le gars, il connaît très très bien ses dossiers. Le type, il vous faisait un cours pendant 1 heure sans note sur la politique monétaire, la politique financière, les banques, etc. Il connaissait son sujet très très bien. Donc moi, je suis impressionné par le côté didactique, l'autodidacte qu'il était. Et puis, quand je suis dans la Nièvre, je me rends compte de grands problèmes qu'il a avec le clan Mitterrand. Visiblement, ils ne s'entendent pas. Chaque fois que j'ai des enquêtes, c'est bah oui, il faut que je ménage. Il y a Bérégovoy, mais les amis du président veulent ci, veulent ça. Je suis pendant 4 ans tiraillé entre Bérégovoy, ministre des Finances, et puis Premier ministre, et l'entourage de Mitterrand, qui veut manœuvrer contre lui, etc. Mais je me rends compte aussi d'une chose, c'est que cet homme-là, il est plus tellement d'accord avec la politique qui disent bon ben tout le monde fait du business derrière. C'est l'époque, on est en pleine croissance, hein, c'est les années Rocard, les années et l'année de Cresson. Donc les scandales se multiplient. Le Crédit Lyonnais, 140 milliards de francs qui ont disparu. 140. Est-ce qu'on s'imagine ce que c'est, 140 milliards de francs? C'est une sacrée somme. Hein. Le Crédit Lyonnais, où les archives vont brûler à Paris et vont brûler au Havre, où étaient stockées les archives du Crédit Lyonnais. Bérégovoy, il voit tout ça. Il est ministre des Finances. Et il voit tout. Quand on est ministre des Finances, c'est la tour de contrôle. Donc il a des éléments sur tous les transferts d'argent, sur les achats, sur les comptes offshore. Il y a l'affaire Elf qui arrive. L'affaire Elf, c'est quand même quelque chose de monumental. Il y a les vedettes de Taïwan. Les vedettes de Taïwan qu'on vend à Taïwan, le marché c'était 11 milliards de francs. Et en un mois, le marché passe à 16 milliards de francs pour livrer les 4 vedettes, de 11 à 16. Où est-ce qu'ils sont passés les 5 milliards de plus que les Chinois ont payé à la France? Ils ont été répartis entre
des politiciens véreux à Taïwan et des politiciens véreux en France. Et tout le monde a été arrosé, droite comme gauche. Même le centre, même peut-être le Front National, qui sait. Quand on arrose, il faut arroser tout le monde. Donc Bérégovoy avait tous ces éléments-là. Et je me rends compte que quand il est Premier ministre, il se met en danger lui-même, parce qu'il déclare le 8 avril 92 à l'Assemblée nationale « Je veux lutter contre la corruption ». Et d'ailleurs, j'ai là une liste de noms sur lesquels il figure des gens qui, dans cette Assemblée, pourraient être concernés. Il a signé son arrêt de mort. D'ailleurs, depuis Bérégovoy, vous n'avez plus un Premier ministre qui a mis la lutte anticorruption en tête de ses priorités. Plus personne n'en a parlé. Et là où je donne un témoignage édifiant, c'est qu'après sa déclaration à l'Assemblée nationale, quelques jours après, moi je suis contacté par un ami proche de Mitterrand qui me dit est-ce que vous accepterez de recevoir un journaliste du Canard chez nous? Donc je reçois un journaliste du Canard et il me dit nous sommes en train on va préparer un dossier pour déstabiliser Bérégovoy. Donc je dis oui, parce que la déclaration anticorruption, ça fait des vagues. On pense que c'est un fou, il veut lutter contre la corruption. Donc je vois qu'il est Premier ministre, mais que déjà, derrière lui, on prépare quelque chose, on prépare une opération pour le déstabiliser. Quand j'ai repris l'enquête sur Bérégovoy, j'explique que j'ai été cambriolé. J'ai eu un cambriolage chez moi en avril 92, que quand j'ai enquêté 8 ans plus tard, parce que j'ai fait l'enquête 9 ans plus tard, en 2001, je me suis rendu compte qu'avant la mort de Bérégovoy, il y a eu en gros 7 à 8 cambriolages autour du personnage. Donc moi, j'ai été cambriolé. Sa villa, il n'avait pas une villa, c'est une petite maison en Normandie, elle avait été cambriolée. Son attaché de presse à Matignon a été cambriolé. Son photographe à Nevers, il a été cambriolé. Et puis, au mois de mars, on est allé fracturer son coffre-fort à l'Assemblée nationale. Alors expliquez-moi, qui peut aller faire un fric-frac en pleine nuit à l'Assemblée nationale, si ce n'est un service qui est particulièrement couvert, qui sait opérer dans un milieu difficile, la nuit, aller dans la salle des coffres, ouvrir les coffres, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et après ce cambriolage, il y a une conférence de presse que fait Bérégovoy, et dans laquelle je renvoie tous les journalistes, parce qu'il n'y a aucun journaliste sérieux qui a fait une enquête sur Bérégovoy. Personne. Tout le monde est resté sur la dépression, le suicide, tirer le rideau, on n'en parle plus. Or, le 10 mars 1993, il fait une conférence de presse après l'histoire de l'Assemblée nationale et il déclare que justement, il est l'objet d'une machination. Une machination, il est quand même Premier ministre. Et il est en plus ministre de la Défense à l'époque, parce que Joxe avait été nommé président de la Cour des comptes et il cumulait Premier ministre et le ministère de la Défense. Que ce responsable, Premier ministre de la Défense, se sente menacé alors qu'il a tous les pouvoirs, attendez, c'est une grande première. Si vous êtes un conférencier, un journaliste, un petit enquêteur que vous soyez menacé, bah oui, mais lui, il est Premier ministre, il est en haut de l'État, et il dit qu'il est déstabilisé, qu'il est l'objet de pièges, de traquenards. Personne n'a relevé cette conférence. Pourtant, si vous allez chercher dans les archives de l'INA, vous la trouverez. Le 9 ou 10 mars 1993. Et là, on comprend bien que Béré se sent cerné. Et entre cette conférence de presse et sa mort le 1er mai, il y a un autre cambriolage qui se passe, c'est chez son notaire. Vous savez qu'on avait voulu planter Bérégovoy en disant qu'il avait eu un prêt sans intérêt de Roger Patrice Polat, qui est un ami intime de Mitterrand, lequel Patrice Polat est décédé le 7 mars 89, mais il n'est pas du tout mort de sa belle mort. Il est mort parce qu'on lui a fait une piqûre qui l'a amené de la vie au trépas. Et il se trouve que par un réseau d'informateurs, je connais l'infirmière qui lui a fait la piqûre. Et elle m'a dit que dès qu'il était mort, Mitterrand s'est tout de suite précipité pour bien constater qu'il était mort. Parce qu'il avait peur que M. Patrice Polat dise des éléments contre Mitterrand dans les enquêtes qu'on pouvait mener sur les raids contre Péchinet, l'affaire Triangle, etc. Parce que Polat, c'était le porte-flingue, si je pouvais dire, c'est l'homme qui avait mis en action ses raids d'initiés sur l'affaire Péchinet. Donc il savait trop de choses. Alors, on nous monte une affaire contre le Bérégovoy avec cette histoire de presse sans intérêt.
qu'il aurait remboursé avec des tableaux, des objets d'art. Enfin, on a tout fait en sorte qu'il s'en mêle les tapis pour qu'il apparaisse quelqu'un d'acculé, et c'est d'où l'histoire du suicide. Bon. Alors, quand moi je reprends cette enquête, je me rends compte donc que la nuit du 16 au 17 avril 1993, il y a un cambriolage chez son notaire, et je vais donc au commissariat, et quand je vois l'image les constatations de ce cambriolage avec le mien un an auparavant, je me rends compte que ce sont absolument les mêmes personnes. La façon de fracturer une fenêtre, d'enfoncer une porte, de renverser tout chez soi, tout, pour faire croire que c'est un cambriolage de droit commun, alors je voyais bien que c'était des gens qui cherchaient des documents. Et le notaire, alors évidemment, aucune enquête de police sur ce cambriolage, mais le notaire Michel Thomas, que je connaissais, mon avantage, c'est que comme j'avais été 4 ans directeur d'IRG dans la Nièvre, les gens acceptaient de me parler, ils me connaissaient. Ils n'auraient pas parlé avec un enquêteur qui venait de Paris ou un journaliste parisien. Mais moi, ils me connaissaient, ils savaient qui j'étais. En plus, j'avais encore une maison à Nevers à l'époque. Donc ce notaire me dit que quand il y a eu le cambriolage, Bérégovoy est arrivé tout de suite chez lui, complètement affolé, en lui disant ben, c'est à cause de moi que vous êtes cambriolé. Ça fait 1 an qu'ils me poursuivent, ils veulent que je rende des documents. J'ai des documents dangereux qui les menacent, et donc ils font pression sur moi. Donc quand le notaire, il apprend qu'1 jour après que Bérégovoy s'est suicidé au bord du canal, il n'en croit pas un mot. Il ne le croit pas. Et quand je vois qu'il suffit que l'Élysée dise « bah oui, il était dépressif », et qu'aucun journaliste ne s'est posé de questions, bah, c'est quand même scandaleux. Parce que quand on a quand même un homme qui était Premier ministre, ministre des Finances pendant tant d'années, et que tout le monde trouve normal, bah oui, il veut se tirer une arme avec son garde du corps. Alors, l'arme de garde du corps, parlons-en. Vous avez dans mon livre une planche photographique qui est celle qui a été des photos qui ont été prises lors de la découverte du corps de M. Bérégovoy par le journaliste du Journal du Centre qui était avec les sapeurs-pompiers. Donc il arrive sur place, on lui demande de partir et il file, il prend sa voiture, il va de l'autre côté du canal et là il a pris toute une planche photo. Et quand j'ai enquêté, ce photographe m'a dit écoute, tu sais, cette affaire elle est ténébreuse, elle est glauque. C'est une affaire grave, on sent que c'est une affaire d'État. Il m'a remis donc ces planches photos. Et sur plusieurs, bon, j'en ai agrandi qu'une seule, mais je pense qu'elle est quand même assez édifiante. On voit sur la civière que Bérégovoy est couché, que sa tête est intacte. Et on voit qu'il a une plaie ici. Il en avait une deuxième ici. Et donc, il était évident qu'il n'avait jamais pu se tirer une balle avec l'arme de son garde du corps, parce que un Manurin 357, c'est une arme très puissante. C'était l'arme que j'avais quand j'étais en service dans la police. Donc, un 357, vous avez 2 types de munitions. Hein, vous avez le 9 mm et le 357 lui-même. Si je tire ici avec mon 357, je vais percer un moteur de voiture à 100 mètres. On perce un moteur de voiture avec un 357. Et si vous tirez une balle à bout portant ou touchant, votre tête, elle explose. Il n'y a plus de tête. Hein. La tête, elle est fracassée. Bon, là, on voit bien que la tête, elle est intacte. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé, le traitement à l'hôpital, les clichés radio qui ont disparu, moi j'ai vu des médecins qui m'ont expliqué ce qu'ils avaient vu à la radio, l'hélicoptère qui arrive de Clermont-Ferrand alors qu'il aurait pu venir de Paris ou d'Orléans, enfin, on aurait pu tenter quelque chose de crédible. On n'a même pas tenté quelque chose de crédible pour essayer de sauver Bérégovoy. On a tout fait pour qu'il meure, mais pas à Nevers, qu'il meure au Val-de-Grâce. Et pourquoi ? Pour que tous les éléments médicaux, les radios, les analyses, etc., soient soumis au secret défense, parce que le Val-de-Grâce est un hôpital militaire, c'est pas l'hôpital public, il travaille selon le secret défense. C'est-à-dire qu'on opposera le secret défense aux magistrats, aux enquêteurs, des journalistes qui voudraient s'intéresser à ça, secret défense. C'est bien ce qui s'est passé. Donc, vous verrez le timing, parce que j'ai relevé, alors j'ai eu des éléments des policiers qui m'ont parlé, des journalistes qui m'ont parlé, des gens de l'Institut légal qui m'ont expliqué que pendant quelques heures, le corps disparaît. On ne sait plus où il est. Entre la nuit du 1er mai au soir et le matin, vers 12h le 2 mai, le corps, on ne sait pas où il est. Et il a été autopsié que le 2 au soir, donc avec un délai de 24 heures, où, à mon sens, on a pu trafiquer sa tête pour qu'elle corresponde à la version officielle. Moi, c'est mon explication que j'ai.
Sinon, je ne vois pas pourquoi le corps comme ça disparaît pendant quelques heures. Mais c'est extrêmement grave. Et c'est tellement grave qu'il y a quelqu'un, un médecin de l'Institut médico-légal, qui a fait une déposition, qui a fait une déclaration avec une copie de son autopsie qu'il a déposée chez un huissier de justice à Paris. Donc pour qu'un médecin arrive à faire une déposition sur un huissier de justice, c'est que quand même il était très choqué. Et à l'appui de ce que je vous dis, il faut savoir que la famille de Bérégovoy n'a jamais eu de rapport d'autopsie. Jamais. On n'a jamais remis un rapport d'autopsie légal à sa famille. Et moi, quand j'ai vu Madame Bérégovoy, parce que j'explique que j'ai pu discuter avec elle 1 an après la mort de son mari, elle me dit, Monsieur le commissaire, elle était encore complètement anéantie par la mort de son mari, elle me dit, vous savez bien que Pierre Bérégovoy ne s'est pas suicidé. Vous le savez bien. Ben, j'ai dit oui. Elle me dit, et l'autopsie, pourquoi il ne me donne pas l'autopsie? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, si on s'est suicidé, pourquoi cacher une autopsie quand on s'est suicidé? Pourquoi cacher des éléments à la famille? Alors on était en train de nous raconter ensuite que il y avait un carnet, il portait sur lui un carnet qui avait disparu parce qu'il aurait noté le nom de sa maîtresse. Une fois de plus, c'est une diversion. On veut nous faire croire qu'il avait un rendez-vous galant au bord du canal. Ça ne tient pas la route. En revanche, ce qui tient la route, c'est que l'après-midi, quand on exploite l'emploi du temps de Bérégovoy, on sait qu'il est parti tout seul dans son bureau au Palais Ducal, à la mairie, récupérer des dossiers qu'il avait avec lui dans sa voiture quand il est allé remettre à découpe au canoë-kayak au bord de la Loire, et que c'était certainement ces documents qu'il était chargé de remettre quand il avait un rendez-vous au bord du canal. Et là, on trouve une analogie avec l'autre assassinat d'État qui est celui de Robert Boulin, dont je parle dans mon livre. Boulin, lui, pareil, il avait des documents qui s'étaient compromettants. Et pour Giscard, lui, il cumulait 2 risques. Il avait les éléments sur la campagne de Giscard d'Estaing, le financement de sa campagne en 1974. Il avait des éléments sur le financement du SAC, qui était également financé par la grande criminalité. Et là, j'explique dans mon livre que Jacques Messrine, vous avez entendu parler tous du truand Jacques Messrine, eh ben, il ne gardait pas que l'argent pour lui, mais il en faisait bénéficier les caisses des partis politiques, notamment le SAC et le parti giscardien. Donc Messrine était aussi une bombe vivante, c'est-à-dire qu'il détenait trop de secrets d'État, et il fallait l'éliminer rapidement parce qu'il aurait pu parler, et la date qui a été choisie pour le retrouver et l'exécuter porte de Clignancourt, c'est 3 jours après le suicide de Robert Boulin. Une affaire chasse l'autre. Donc l'objectif de Messrine, c'était de détourner l'attention des journalistes et de la population, de l'opinion, pour dire oubliez un peu Boulin, mais regardez, on a arrivé à traquer l'ennemi public numéro 1. Alors les éléments que j'apporte là-dessus, c'est pas des éléments que j'ai inventés, comme ça, c'est que j'explique mes sources dans mon livre. C'est que j'ai eu la chance de discuter avec un ancien policier qui s'appelait Guy Simonet, qui était l'homme qui a recruté le tueur du prince de Broglie, le prince de Broglie qui était assassiné en décembre 1976. Et au fil des discussions, il m'a fait des révélations. Il m'a dit, voilà, il y a ça, Messrine, il ne faisait pas que des casses pour avoir des belles voitures et des jolies femmes. Il était couvert quelque part. Et quand on regarde le passé de Jacques Messrine, il y a des sacrées zones d'ombre. Il y a des sacrées zones d'ombre. Il a fait la guerre d'Algérie, Messrine, il est revenu avec des médailles. Il est revenu médaillé de la guerre d'Algérie. Il a eu visiblement, il a été utilisé par le SDEC, qui était le service secret de l'époque, service secret actuel de DGSE, parce que quand il va cambrioler le coffre-fort d'un général en Espagne, un général franquiste, je ne vois pas ce qu'il allait chercher dans le coffre-fort d'un général, si ce n'est faire ce qu'un service secret lui a demandé. Il a fait des cambriolages en Amérique latine. Qu'est-ce qu'il va faire en Amérique latine? Aux États-Unis, au Canada. Donc moi, j'ai l'intime conviction que Messrine était un agent dans le service. Alors, après, il peut échapper au service. Il a pu, quelque part, avoir une dérive tout seul en tant que malfrat, parce que la vie qu'il menait, c'était un peu grisant, quoi. Faire des casses, avoir de l'argent, apparaître comme quelqu'un de phénoménal. Etc. Alors, il a revendiqué une trentaine d'assassinats, Messrine, mais quand on vérifie, c'est largement surfait. Il a dû tuer qu'une dizaine de personnes. C'est déjà beaucoup. Mais c'est moins que 30. Hein. Et alors,
quand on met donc en parallèle l'histoire Boulin avec l'histoire Messrine, après j'ai dit, mais quelle est la méthodologie qui a été utilisée pour Bérégovoy? Et c'est là que je me rends compte que, pareil, en creusant, en réfléchissant, voir comment les choses se passent, Bérégovoy, c'est le 1er mai 93, et 12 jours après, on a une affaire étrange, qui est l'affaire Human Bomb à Neuilly. Alors, on était tous encore marqués par le suicide de Béré, qu'on nous amène la prise d'otage à Neuilly-sur-Seine, où on voit Sarkozy aller libérer les enfants. Vous vous souvenez de cette image? Il apparaît comme le grand Superman, il va libérer des enfants. Alors, pour moi, je dis que pour moi, c'est une mise en scène, c'est du théâtre, c'était pas une vraie prise d'otage. Pourquoi? Parce que ce malheureux Eric Schmidt, qui était le nom de Human Bomb, était un type en pleine dépression, qu'il avait dû fermer ses boîtes informatiques, qu'il était à la dérive, qu'il ne savait plus quoi faire, et que, comme par hasard, il était allé taper au Conseil général des Hauts-de-Seine, dirigé par Pasqua, avec Sarkozy dans les parages. Donc, ce gars-là qui ne sait pas quoi faire, qui est désœuvré, qui a plus d'argent, etc., on lui a dû monter dans la tête, on dit, il faut faire une opération, eh bien, il faut la faire où? Ben, chez nous. Parce qu'il n'est pas allé faire une prise d'otage à Lyon, à Bobigny ou à Amiens, il était allé à Neuilly-sur-Seine. C'est quand même pas mal, hein, chez Sarko. Et juste quand il est ministre du budget. Et juste 10 jours après Bérégovoy. Ça tombe bien, il y a toutes les télés qui sont là. Et alors, attendez, un preneur d'otage qui ne parle pas. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un preneur d'otage qui parle? Parce que tout le monde a oublié. Mais il avait une cagoule et il ne voulait pas dire un mot, donc il écrivait ses revendications sur une ardoise. Reprenez les faits. Reprenez. Il disait, je veux 1 million de francs, je veux une voiture, je veux après un avion, et tout le monde marche dans la combine. On rêve. C'est ça un terroriste. On rêve. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il a fait avant, il a mis le feu à 2 poubelles de Neuilly-sur-Seine. On a peur. Et puis, il s'en prend à Mitterrand et à Pasqua. Très original. Et alors, évidemment, le RAID, qui était là, je critique pas le RAID, j'avais travaillé avec eux pour une vraie affaire de terrorisme. Moi, les mecs que j'ai arrêtés, c'est des vrais terroristes. Ils avaient des mitraillettes, ils avaient des grenades, ils voulaient tuer. Eric Schmidt, je pense pas qu'il voulait tuer. Parce que le fait de ne pas parler, de garder une cagoule, de rester toujours dans l'anonymat, c'est qu'il imaginait une suite. Et la suite, qu'on lui avait sans doute promise, c'était « tu nous fais cette prise d'otage ». Il y a Sarkozy qui arrive avec les caméras, et puis on va se démerder, tu vas peut-être partir en bout d'idée. On lui avait promis un scénario. Il était dépressif, et en fait, avec la mort du terroriste, comme a dit le grand Pasqua, force est restée à la loi. Mais quelle loi? C'est la loi du plus fort, parce que, en fait, il n'y a rien de plus facile que de désarmer un type tout seul. Il n'avait pas de complice, il était tout seul dans une histoire, et le gars, il avait de plus en plus peur, tellement que les enfants, il les libérait. Hein. Sarkozy n'a pas pris le moindre risque. Hein. Le seul risque qu'il a pris, c'est de prendre 1 million de francs au trésor public, dont on ne sait même pas s'il a rendu la somme. Donc cette histoire, elle est foireuse, cette histoire du Maïdan. Et elle, à mon sens, c'est le pendant pour Bérégovoy de l'histoire avec Messrine pour Boulin. Et après, dans la même période, j'ai trouvé 2 autres morts étranges. C'est d'une part l'assassinat de René Bousquet. René Bousquet, qui était l'ancien directeur de la police sous Vichy. C'est lui qui organisait les rafles de juifs sous Vichy. Il était l'équivalent du directeur de la police sous Vichy. Et il s'était reconverti après la guerre comme financier. Il était directeur de la Banque d'Indochine. Et c'était un financeur de François Mitterrand. Il finançait ses campagnes. En 74, en 80, il avait donné de l'argent à Mitterrand. Donc c'était un monsieur qui connaissait beaucoup de choses sur Mitterrand. Et à l'époque, Pierre Péan, le grand investigateur Pierre Péan, prépare son livre qui sortira en 94, Une jeunesse française, le livre qui nous dévoile au grand public le passé vichiste de Mitterrand. C'est à cette époque-là aussi qu'on va nous révéler l'existence de Mazarine. Et donc Péan avait prévu d'aller voir Bousquet. Mais pas de bol, il y a encore un fou qui est allé le tuer sur son palier. Bam, bam, bam. Et quand on regarde le passé de l'assassin de René Bousquet, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors, Human Bomb, il est allé chez Pasqua proposer ses services.
Et Christian Didier, le tueur de Bousquet, il est allé à l'Élysée avec un dossier secret, proposer ses services. Donc attendez, on a une affaire qui est montée par un gars qui est allé chez Pasqua et l'autre qui est allé à l'Élysée dire je vous amener un dossier. Mais c'est ahurissant. Donc des deux côtés, on a deux bonhommes qui sont détraqués psychologiquement, ce sont des chômeurs, ils n'ont pas de boulot. Eh bien, on leur donne une mission d'aller tuer quelqu'un qui va servir les deux personnages, Mitterrand et Pasqua. Et la dernière mort bizarre qu'on a à cette époque, c'est un accident de voiture dans le Loiret. Une voiture tombe dans un fossé, et qui c'est qui meurt dans cette voiture? Louis Bruno Chaleret, qui était le procureur général de Versailles, qui a drivé toute l'enquête Boulin. Donc lui aussi, c'était un homme qui savait trop de choses, trop de secrets. Et alors, ce accident, c'est peut-être un accident, mais quand on a des morts brutales, c'est comme la mort de M. Tacchiedine à 2 jours du procès de Sarkozy. J'ai quelques soupçons, j'ai quelques doutes. Je me dis, il y a des morts qui tombent bien. Il y a des morts qui tombent. Donc, quand on analyse ces faits, qu'on les met en perspective, et qu'on se rende compte qu'à chaque fois, il n'y a quasiment pas d'enquête, parce que c'est ça aussi qui est quand même curieux, c'est que pour Boulin, il y a une enquête, mais elle est trafiquée tout de suite. Et on torture les faits. On nous fait croire que Boulin s'est noyé dans 15 cm d'eau. Or, tous les gens qui ont vu son corps, et aussi les radiographes qui le montrent, il a été tabassé. Il avait des coups sur toute la figure. Il avait des hématomes partout. En plus, vous savez que la lividité cadavérique, c'est-à-dire là où le sang va se figer au moment de votre mort, eh ben, si vous mourrez là, couché, le sang va se figer sur votre dos. Si vous mourrez et que vous êtes à plat ventre, votre sang va se solidifier sur la partie la plus basse de la gravité du corps. Donc, théoriquement, on aurait dû retrouver les lividités cadavériques de Robert Boulin sur son ventre. Or là, il les a sur le dos. Ce qui montre bien qu'il était mort au moment où on l'a mis en position dans les temps de Hollande à la forêt de Rambouillet. Eh bien, celui qui a tordu les événements, qui a trituré tout ça, c'est ce procureur Chaleret qui meurt d'un accident de voiture 1 mois après René Bousquet. J'ai trouvé quand même que ça faisait du drôle de coïncidence. Et en plus, je cite un témoignage peu connu, c'est le fils du président de la cour d'appel, qui reçoit un coup de téléphone en pleine nuit, la nuit de la découverte de Boulin, et on décroche, et le gars a dit « Vous êtes bien monsieur... comment il s'appelle déjà? Je cite son nom. Vous êtes bien monsieur... Monsieur Pinault. Vous êtes bien monsieur Pinault? Non, oui, c'est moi monsieur Pinault, mais en fait c'était son fils. C'était pas lui, c'est son fils. Il dit, bon, ici c'est Chaleret, le procureur, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, pour Boulin, on a tout réglé comme prévu, donc c'est un suicide, on a tout mis en place. Donc vous voyez que le procureur lui-même qui vous explique qu'il a torturé les faits, qu'il va soutenir des faux. Il va demander à des policiers de faire des faux. Il va demander aux gendarmes de faire des faux procès-verbaux. C'est quand même extrêmement grave. C'est quand même pas anodin. Il s'agit de la mort d'un ministre qu'on retrouve mort tout seul et qu'on va transformer en suicide parce qu'on va dire aux gens de faire des faux, on va maquiller des PV, etc. C'est ça l'état profond. C'est ça l'état profond. C'est l'état qui n'est plus dans l'état, on n'est plus du tout dans l'égalité. On est dans un système mafieux. Je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un système mafieux. Et je dirais que si on ne fait pas si on ne met pas sur la place publique certains événements, si on ne les dénonce pas, ça peut être pour nous de plus en plus grave. Ça veut dire que si on ne régit pas, on peut sombrer dans une forme de dictature qui ne dira pas son nom, dans un système totalitaire où dès qu'il y a quelqu'un qui dérange, paf, il va mourir. Alors, on a eu les exemples récents de Dénessé et d'Olivier Marleix, ce député qu'on a retrouvé soi-disant pendu. Donc, on voit bien que le procédé d'état profond, ça ne fait pas partie du passé, ça peut encore être très actuel de nos jours. Et quand on voit finalement que à l'époque, on avait des policiers et des magistrats qui étaient dociles, qui ne faisaient rien parce qu'ils étaient soumis à une pression. Quand vous êtes dans un système hiérarchique, que ce soit la police ou la justice ou l'armée, vous avez l'obligation de réserve et vous ne pouvez pas dénoncer des choses flagrantes. Vous voyez, vous êtes soumis à un contrôle.
Et si vous voulez finir votre carrière avec votre bonne retraite et puis votre décoration de la Légion d'honneur, l'ordre du mérite et des bonnes places et des petits trucs, ben, il ne faut surtout pas contester le système. Sinon, on vous massacre. Alors moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, parce que je savais un peu trop de choses, et pourtant, je n'avais pas parlé. À l'époque, je ne faisais pas des déclarations auprès des journalistes. Je n'avais pas écrit de livre. Je fuyais les journalistes, parce que je savais que chaque fois qu'un journaliste venait, c'était pour me piéger, c'était pour que je tombe, et ça m'a coûté assez cher, parce que j'explique que ma carrière a été brisée, et qu'on m'a monté une machination avec la DST. J'ai traversé des années, traversées du désert, et quand j'ai vu que les gens qui étaient aux commandes de cet état profond et actuel, Pasqua, il est mort il y a 10 ans, mais Sarkozy, c'est un ému de l'école Pasqua. C'est le gars qui a continué, mais sans la malice d'un Pasqua. Il n'est pas aussi malin que Pasqua. Et puis sans les tripes, parce que je dis dans mon livre que Pasqua était quand même un patriote. Il défendait la France, il défendait les Français, il s'est battu face à Maastricht, il s'est battu contre l'Europe qu'on voit actuellement, alors que les Sarkozy, les autres, ils n'en ont rien à cirer de la France. Ils sont là pour s'en mettre plein les fouilles. Ils sont là pour déterminer de l'argent, pour s'enrichir. Il n'y a plus aucune éthique de service public d'intérêt général. Donc quand j'ai vu que ces gens-là, alors les gens qui ont mis à Pau, ils ont une ribambelle de condamnations. Moi, ceux qui ont cassé ma gare, c'est Sarkozy, Guéant, Godin, le directeur de la police, et Squarcini. Ils ont tous des procès. Ils ont tous du 4 ans, dont 2 ans ferme. Ils ont tous des amendes. Ils ont tous des bracelets. Donc c'est une mafia qui a cassé ma carrière. Ben, j'ai dit que comme la roue tournait, il fallait qu'on mette un peu les choses sur la table. Et que dire, quand je vois les déclarations de l'innocent éternel Sarkozy devant les télés et qu'on le défend sur les plateaux publics, j'ai honte. C'est honteux. On n'a pas à défendre ce type. C'est pas la première condamnation, c'est la 3e. Et c'est pas la dernière, parce qu'il va en avoir d'autres. Hein, il a le Qatar. L'intervention qu'il a faite, c'est en 2010. Il y avait un dîner avec le fameux Guéant, toujours inévitable. Il est toujours là quand il y a des magouilles. Guéant, il était déjà là le soir de la mort de Boulin, pour être avec le procureur Chaleret en disant que c'était un suicide alors qu'il avait été assassiné. C'est un type qui ne fait que mentir et que voler. Et c'est ces gens-là qui ont eu la haute main du ministère de l'Intérieur. Mais c'est un scandale. C'est un scandale d'avoir des gens comme ça, des telles responsabilités. Moi, j'ai été victime. Je ne suis pas le seul. Il y a eu des commissaires aussi qui ont eu des ennuis. Il y a eu des préfets qui ont eu des ennuis. Mais tout le monde s'est tué. Ils ont eu tous peur. Ils se sont laissés gagner par les menaces de l'État profond. Ben, moi, j'ai décidé de parler parce que je me suis dit, écoutez, si on veut que les choses changent, si on veut que ça bouge, si on veut avoir une France différente, plus morale, qui soit plus juste et généreuse, parce qu'attendez, la corruption, 130 milliards par an, évalué à 130 milliards, c'est pas rien, 130 milliards. Sur 10 ans, on est à 1300 milliards. C'est quasiment le tiers de notre dette. 130 milliards, c'est on peut arranger les routes, au lieu d'avoir des nids de poules de partout. On peut arranger les ponts, on peut réparer les trains, on peut améliorer les hôpitaux, on peut augmenter les infirmières, on peut avoir des lycées qui sont mieux équipés, on peut donner une retraite décente aux agriculteurs qui ont travaillé 50 ans et qui ont une retraite de 800 €. Mais c'est une honte. Et à côté de ça, on a des gens qui détournent des milliards, qui mettent dans les paradis fiscaux. Combien de temps ça va continuer? Combien de temps ça va continuer? Donc, mon livre, c'est un témoignage. C'est pas qu'une revanche pour moi. C'est que il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et moi, quand je vois les gens qui m'écrivent sur mon site, les témoignages de gens qui lisent mon truc, qui me disent mais bravo pour le courage, c'est sensationnel, on a besoin de gens comme vous. Moi, j'aimerais qu'il y ait aussi... Il y a eu des policiers comme Godino, Antoine Godino, il a dénoncé Urbain Graco. Il y a eu quelques magistrats qui ont été courageux, qui se sont levés. Mais regardez, comment il s'appelle, Van Ruynbeck, il est décédé. Il y a eu un juge aussi, là aussi, le juge qui avait enquêté sur Urbain Graco et qui voulait faire la lutte anticorruption, c'est le juge Thierry Jean-Pierre. Cancer foudroyant, il est mort en 1 mois. Mais tous les lanceurs d'alerte, soit ils glissent de leur fenêtre, soit ils se pendent, soit ils ont des cancers foudroyants. C'est quand même inquiétant, ça. Et sur les histoires rien que les fonds libyens, Choukri Ghanem, le ministre du pétrole de Kadhafi, qui avait un petit carnet, lui, il avait noté tous les jours
Ah là, aujourd'hui, 5 millions pour M. Sarkozy. Aujourd'hui, 10 millions pour... Eh ben, il a la bonne idée de se noyer dans le Danube. On l'a retrouvé noyé dans le Danube. Bachir Saleh, qui est le directeur de cabinet de Kadhafi, qu'ils ont exfiltré, il est en France, ils l'ont exfiltré en Afrique du Sud, à 2 reprises, il essuie des tirs. On lui tire dessus pour l'éliminer. Et là, M. Takedine, 2 jours avant qu'il meure, alors, comme j'ai dit à une télé, on a des masses d'argent impressionnantes, on a des témoins qui se défilent, on a des morts brutales ou des tentatives d'assassinat. Si vous appelez pas ça la mafia, vous appelez ça comment? Dites-moi. C'est le vrai nom. C'est vraiment la mafia. Donc, je plaide pour une prise de conscience de fonctionnaires actifs ou retraités qui savent des choses, qui ont participé à des choses, et qui maintenant veulent peut-être soulager leur conscience ou faire en sorte qu'on arrête sur ce système. Parce que, je dirais, actuellement, quand on voit les morts, les suicides, on est encore dans le même système. Je pense qu'on n'en a pas tourné la page. Ça continue, ça continue. Voilà, je voudrais résumer rapidement mon premier livre. Il y en aura d'autres, parce que si on veut aller au fond de toutes les affaires, il y a de quoi creuser, quoi. Et je pense que l'époque est mûre pour parler de ça. Je pense que l'époque est mûre, parce que il y a eu ce jugement contre Sarkozy, et quand j'écrivais, moi j'avais assisté à 2 séances en janvier, le procès Sarkozy a duré 3 mois, 1 quart d'heure sur TF1. 3 mois, 1 quart d'heure. Il y avait une grande salle avec un énorme écran, où il y avait 100 journalistes étrangers qui venaient. 4 journalistes français. 4, 3 ou 4. Personne ne le suivait. Bon, moi j'étais sûr. Moi, en tout cas, le 25, j'ai pensé qu'il allait être directement en prison. Ils ont été sympas. Ils lui ont laissé 3 semaines pour préparer ses costards et sa brosse à dents. Ils sont gentils, hein. Mais lundi, là, le 13, ça y est, on y arrive. Surtout qu'il a encore des enquêtes sur le dos. Le Qatar, la Russie, il a aussi de l'argent des oligarques russes. Donc si les gens ne voient pas qu'on a affaire à un vrai corrompu, mais celui maintenant qui commence à être déprimé, je pense c'est Macron. Parce que quand on va creuser le dossier Alstom, le dossier Alcatel et toutes les 1400 entreprises qu'ils ont détruites, qu'ils ont vendues à l'étranger, qu'ils ont démantibulées pour que la France devienne ce tiers-mondise, parce que si on continue à ce niveau-là, on va devenir la Pologne ou la Roumanie. Donc il est nécessaire d'avoir un sursaut et que ces gens-là, ils rendent des comptes. Il faut qu'ils rendent des comptes. Si vous coulez une entreprise, vous êtes en liquidation judiciaire et vous avez une interdiction de gérer pendant 5 ans ou 10 ans, si vous avez coulé votre boîte. Eux, c'est le pays qu'ils ont coulé. Le pays entier qu'ils ont coulé. Ils n'ont pas des comptes à rendre. Moi, je trouve qu'ils ont des comptes à rendre. Et vite. On ne va pas attendre encore 15 ans comme entendu pour Sarkozy. Il faut qu'on fasse vite. Et puis en plus, regardez, est-ce que vous croyez que la Cour des comptes et l'inspection des finances font vraiment leur travail? Ils émettent des rapports, ils dénoncent, puis derrière, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Alors, soyons reconnaissants envers M. Cahuzac. Parce que quand M. Cahuzac a été confondu, qu'il a été obligé de dire qu'il il avait de l'argent en Suisse, il avait pas... Grâce à lui, M. Flamby a créé le parquet national financier pour moraliser la République. Et je pense qu'à l'époque, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne savait pas que finalement, ce parquet national financier, il joue le rôle du service anticorruption qu'avait créé Bérégovoy. Parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que Bérégovoy, 3 mois avant son suicide, entre guillemets, son meurtre, il avait créé un service anticorruption destiné à enquêter sur la corruption dans les milieux français. Et quand il est mort, ce service, on l'a mis au rencard. Son responsable, qui s'appelait Bernard Schall, qui était un ancien procureur de Rouen, il a eu des soucis avec Alain Juppé. Donc il a dû mettre de côté des dossiers, être moins remuant. On a créé un autre service en 2016, personne n'en parle, un service de la lutte anticorruption dont plus personne ne sait ce qu'il fait. Il y a 4 fonctionnaires, il émet un petit rapport mais très discret, et c'est avec ça qu'on peut avancer. Donc ce vide, cette lutte anticorruption, finalement, rendons grâce, c'est le parquet national financier qui le fait, et aussi rendons grâce à Mediapart, parce que franchement, ils ont levé de nombreuses affaires, et s'il n'y avait pas eu eux, c'est pas la presse qui est payée par Lagardère, qui est payée par Bolloré, qui est payée par Hervé Niel,
qui est payée par tous les copains de Sarkozy et de Macron, c'est pas cette presse qui va sortir les affaires. Alors, ils en sortent peut-être une pour se faire donner bonne conscience. Mais globalement, c'est des lanceurs d'alerte privés ou Mediapart qui les lancent. Hein? Oui, oui, Fabrice Arfi, bien sûr. Et ils font un sacré boulot, franchement. Ils font un sacré boulot. Parce que, entre nous, le Canard enchaîné, c'est de la position contrôlée. Des fois, ils ont des bonnes affaires, mais globalement, c'est décevant. Ils devraient en lever beaucoup plus. Des fois, il y a une affaire ou deux qui permet de lancer des choses, mais attends, ils existent depuis 50 ans, et c'est tous les mercredis qu'on a leur feuille. Ils auraient dû globalement lever plus de choses. Or, moi, je sais bien que le Canard, il est globalement dans la main des partis. On rigole, on s'amuse, c'est de l'ironie, mais c'est rarement avec le Canard qu'on a levé des affaires de corruption. Ah si, ils ont monté un truc contre Berry. Ils ont monté un truc sur le préparat destiné à l'éliminer. Donc c'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux. Bon, voilà globalement ce que je pouvais vous dire.